Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », épisode qui me donne le plaisir de recevoir Mathilde d'Avignon. Mathilde d'Avignon, bonjour. Bonjour Philippe. Comment définissez-vous l'activité qui est la vôtre aux éditions Gallimard? Enfin, plus que les éditions Gallimard, d'ailleurs, au groupe Madrigal. Oui, tout à fait. Je m'occupe du livre audio chez Madrigal, c'est-à-dire que nous enregistrons la plupart des textes qui sont publiés en papier dans les différentes maisons du groupe. Évidemment, Gallimard, Flammarion, mais aussi POL, De Noël, les éditions de Minuit et les maisons jeunesse, bien sûr, de ce groupe. Alors, ce livre audio, en France, est-ce qu'il est dans une situation meilleure, pire, semblable à celle des autres pays comparables? Alors, la France reste et restera un irréductible gaulois, même pour le livre audio, je crois. On est à la traîne, mais on rattrape très vite notre retard. On est très attaché en France au livre papier, à la lecture solitaire. Mais nous, ce qu'on défend, c'est la lecture à voix haute et aussi l'écoute du livre et l'entrée dans la littérature par l'oreille. Dans les autres pays, ce sont des pratiques culturelles qui sont instillées dès l'enfance, un peu comme chez nous, mais qui ne sont pas perdues après. En Allemagne, le livre audio, c'est une pratique culturelle très très développée. Dans les pays scandinaves, le livre audio représente maintenant plus de 50% de la manière dont les gens accèdent à la littérature. Et aux États-Unis, c'est plus de 25% du marché du livre qui est en audio. Les gens, évidemment, roulent beaucoup aux États-Unis. On a tous cette image des road trips en voiture, très longs, pour aller à Thanksgiving, à l'autre bout du pays. Et on voit les gens qui écoutent du livre audio, notamment dans ces trajets. Donc c'est vrai que on est un peu à la traîne. Nous, le livre audio représente, je pense maintenant, même si on n'a pas beaucoup de chiffres, 2% du marché du livre. Oui, on en était fait très loin. Alors, On est très loin, mais ça progresse vite. C'est un marché qui se développe beaucoup ces derniers temps. Et on a pu avoir une idée des raisons pour lesquelles ça s'est développé de manière plus rapide, justement? Oui, on a plusieurs hypothèses. En fait, c'est vrai que les pratiques des gens se sont beaucoup élargies au niveau du podcast, il y a une dizaine d'années. Le podcast a donc installé dans la vie des gens du temps d'écoute qui était autre que la radio. Donc ça a joué un peu pour dégager ce que j'appelle du temps d'oreille disponible dans la journée. Les gens se sont mis à écouter sur leur trajet ou en faisant du sport. On est sorti un petit peu du tout musique. Donc ça a créé des habitudes. Également, les gens se sont de plus en plus équipés en smartphone, qui est une des grandes portes d'entrée vers le livre audio, puisque la plupart des livres audio, on y reviendra certainement, sont vendus sous format numérique. Donc cet équipement croissant a aidé l'accessibilité. Et puis par ailleurs, le Covid a changé là aussi beaucoup de choses. Les gens ont dû varier leurs activités, sont revenus à des activités un peu moins tout écran, avaient besoin d'activités plus calmes ou de revenir à des fondamentaux. Et là, on a vu vraiment un vrai développement. Et donc, il y a eu une accélération pour faire grossir les catalogues de livres audio en langue française. Là aussi, on est très à la traîne, même si nos concurrents et nous-mêmes mettons les bouchées doubles. Mais produire un livre audio, ça coûte très cher. Et donc, c'est compliqué de suivre le rythme. Mais c'est vrai que c'est un des gros enjeux de faire grossir ce catalogue, parce que quand quelqu'un est conquis et a envie d'aller se procurer un livre audio, s'il fait chou blanc, s'il trouve pas le livre qu'il a envie d'écouter à ce moment-là, ben on l'a perdu. Donc c'est un des grands enjeux pour faire grossir le marché, de faire grossir le catalogue.
Vos concurrents, ça veut dire vous êtes combien sur le marché à vous proposer des catalogues? Alors ça, c'est pareil, c'est très en fait, dans le livre audio, il y a pas de chiffres officiels. Il y a pas, comme pour le livre papier, des GfK ou des annuaires officiels des éditeurs. Mais évidemment, on se parle tous, on se réunit au syndicat national de l'édition. Autour de la table, au syndicat, dans la commission livre audio, on est une quinzaine de membres actifs. Et puis après, il y a plein de maisons d'édition qui font quelques livres audio par an, plutôt à la marge. Et puis, il y a aussi quelques petits éditeurs qui produisent, voilà, un peu à la maison, des livres audio. Mais je dirais une quinzaine et 4-5 maisons d'édition majeures. Dans l'édition papier, une chose importante, c'est la distribution. Dans le livre audio, comment se pose cette question? Alors, c'est aussi évidemment un enjeu majeur, la distribution, et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand on pense: «Je veux acheter un livre», on sait où on va l'acheter. On va en librairie ou alors on va dans ce qu'on imagine être sa librairie, ou ça peut être un supermarché ou ça peut être une librairie sur un site internet. Mais toujours est-il que le lieu de vente est totalement associé à l'objet. Pour le livre audio, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il reste encore des livres audio sous format CD, donc en format physique, mais il y en a de moins en moins, et ça, on se le procure dans une librairie ou dans un point de vente physique. Mais ça représente chez nous, on est encore un des rares à en faire, et ça représente peut-être 10% de notre production annuelle, 1 sur 10 en CD. Et le reste de la production, c'est-à-dire 90% presque de notre production, est vendu exclusivement en numérique. Et donc, ces distributeurs numériques sont multiples et variés et sont plus ou moins visibles et plus ou moins connus. Donc, le client, le consommateur, l'auditeur, il a plusieurs choix pour aller se procurer du livre audio, soit trouver un livre audio qu'il a envie d'acheter à l'unité. On en achète un, on le télécharge sur son téléphone ou sur son ordinateur et on le «possède» entre guillemets. Soit on s'inscrit à des abonnements, et ça, c'est vraiment la formule qui est en train de se développer. Il y a plusieurs formules d'abonnement. Soit on a un titre par mois pour une certaine somme, la plupart du temps, on est autour de 10 €. Soit maintenant, ce qui se développe beaucoup, c'est un abonnement qui nous permet d'accéder à un certain nombre d'heures d'écoute par mois. Pour nommer quelques plateformes, pour être très concret, pour l'instant, la plateforme qui est le plus installée en France et dans de nombreux pays, c'est Audible. C'est une filiale d'Amazon qui est spécialisée dans le livre audio, qui produit et qui diffuse. Et donc, eux, ils ont ce format d'abonnement, un titre par mois. Et ils ont des concurrents un peu moins visibles sur ce schéma-là. Et en créditant, donc en temps limité par mois, la plateforme qui a fait une entrée fracassante récemment, il y a 6 mois, c'est Spotify, qui a inclus 12 heures d'écoute dans son abonnement musique, son abonnement payant, bien sûr. Et il y a aussi un autre acteur qui se fait une belle place sur le marché, c'est Nextory, qui propose de l'e-book, de la presse et du livre audio pour toute la famille. Donc c'est vrai que ces abonnements sont en train de rentrer dans les mœurs, mais encore faut-il arriver jusqu'au client final, le convaincre, le garder. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui est mise par les plateformes. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez dit comment ce développement de l'audiolivre était récent en France. Est-ce que dans votre catalogue ou est-ce que dans les catalogues de vos concurrents, il y a eu des best-sellers? Ah oui, 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 oui. Et on est tous unanimes dans le livre audio. Ce qui marche en papier marche en audio. Les best-sellers papier sont les best-sellers audio. Pourquoi? Au final, parce que nous sommes dans le grand marché du livre. Et ce que les gens veulent, c'est un accès au texte. Donc si un des textes majeurs de l'année, par exemple, je pense chez nous au Giuliano da Empoli, cette année, L'heure des prédateurs, qui a vraiment une belle place en livre papier, il a une très belle place en livre audio. Mais si je suis pas sûr de ce que je dis, mais vous me corrigerez le cas échéant. Le livre dont vous parlez de Giuliano da Empoli, Les Prédateurs, il est pratiquement sorti en même temps en papier et en audio, non? Absolument. Ouais.
Donc, C'est tout l'enjeu. et On met vraiment beaucoup d'efforts et ça nous demande beaucoup d'efforts parce que les textes sont toujours prêts vraiment à la dernière minute pour partir à l'impression. celui-là est court. Et celui-là est assez court, heureusement, mais souvent ils sont très longs. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu, mais aussi un challenge de sortir le livre audio en même temps que le livre papier. On a remarqué, et ça, c'est des retours que les plateformes de distribution ont partagé avec nous pour essayer qu'on soit tous plus performants sur ce marché. On a remarqué que si on sort le livre audio en même temps que le livre papier, ou vraiment dans les 15 jours qui suivent, il se vend 3 fois mieux. Donc c'est vraiment un enjeu important. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la presse en parle, c'est à ce moment-là que ça buzz, c'est à ce moment-là que l'auteur est en interview à droite à gauche. Voilà. Bien sûr, ça s'installe au fil des mois, un livre, hein. Les auteurs vont dans des salons, il y a le bouche à oreille qui se met en place. Mais pour autant, dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, l'immédiateté est très importante. Pouvez-vous nous donner quelques titres qui sont en tête des ventes de votre maison? Oui, alors, on peut le voir de deux manières. On peut voir les titres qui se vendent le mieux depuis toujours, parce que ce sont des titres installés, des titres de fond. Chez nous, c'est L'étranger, c'est 1984, c'est Le Petit Prince, évidemment. Et puis, il y a des titres plus récents qui sont sortis sur les 5 dernières années, mais qui ont vraiment un très, très fort engouement auprès du public. Souvent, ce sont des titres liés à des séries télé. Par exemple, La Chronique des Bridgerton, chez nous, marche très très bien, ou Le Trône de Fer. Il y a un vrai effet avec les séries. Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles, son dernier roman qui est sorti il y a 3 semaines, démarre extraordinairement bien. Voilà, on suit vraiment les tendances du marché pour ces best-sellers. Et donc, dans les catalogues qui ne sont pas le vôtre, qu'est-ce que vous avez repéré qui attire le public? Ah ben là, on peut pas passer récemment à côté du phénomène La femme de ménage. Et les différents livres de l'autrice qui trustent le top 10, et c'est vraiment le cas pour l'audio aussi. C'est un phénomène comme on en voit quand même assez rarement. J'ai écouté, évidemment, hein, ça fait partie, non seulement de ma curiosité, mais aussi de mon travail, et je comprends, en fait, qu'on se laisse happer par cette enquête qui, à l'audio, il faut bien l'avouer, ajoute quelque chose d'assez haletant aussi, hein. Quand on a la voix des comédiennes, en l'occurrence ces 2 comédiennes, qui, voilà, nous susurrent au creux de l'oreille, parce que moi j'écoute beaucoup au casque, ce côté thriller, forcément, c'est prenant. Donc aussi bien en papier qu'en livre audio, ce livre, c'est vraiment le phénomène récent. Et en ce qui concerne la littérature classique, est-ce qu'il y a là aussi des best-sellers et à quoi sont-ils dus? À l'auteur, au lecteur? Alors, c'est ça qui est très, très intéressant. De manière totalement unanime, toutes les plateformes, quand elles nous font un retour sur la performance des ventes et nous, dans ce qu'on voit, on voit très bien que ce sont les livres qu'on appelle de fond, c'est-à-dire, disons, les grands classiques, qui performent le mieux. Ce que les gens veulent, c'est rattraper leur retard. Finalement, c'est quelque chose, on se dit un peu, ah, je l'ai jamais lu, je vais l'écouter. Et ça, c'est vraiment très vrai. Évidemment, chez nous, c'est Albert Camus, c'est Simone de Beauvoir, Annie Ernaux aussi. À un moment, on tombe dans Annie Ernaux et on se met à tout écouter. En plus, pour le coup, c'est assez court aussi, donc on est vraiment dans une bulle. Et les gens qui se disent oh ben j'ai jamais lu La promesse de l'aube de Romain Gary, et ben voilà, ils l'écoutent. Et ça, on voit tous ces Lu par titres Hervé Pierre, qui qui a remontent, été lus par Hervé Pierre, qui est sur votre fauteuil il y a peu de temps. absolument formidable. Et c'est vrai que voilà, ou des titres très longs qu'on a lus dans sa jeunesse, ou dans ses études. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un à un anniversaire et il me disait qu'il réécoutait tous les mémoires d'Adrien qu'il avait étudiés et puis il voulait se replonger dedans. Et c'est aussi très vrai avec Proust. Mais alors, même en y mettant Proust, Camus, Sartre, Gary, Yourcenar,
ce sont quand même des classiques récents. Mais dans les classiques, si je puis dire, mettons dans les classiques qui sont au programme Absolument, de la vous avez scolarité. tout à fait raison. Alors, c'est à la fois lié à la scolarité, oui et non, mais c'est plutôt encore toujours lié à cette idée de il faut l'avoir lu. Ça fait partie des incontournables, évidemment. Balzac, Hugo, la poésie de Baudelaire, ça, ce sont des choses aussi qui sont finalement toujours dans les 50 titres les plus écoutés. Est-ce qu'il y a, comme par exemple, il y a la série noire chez Gallimard et d'autres séries, Arrivage et d'autres, est-ce qu'il y a ou les séries, qui peuvent être diffusées, chez Actes Sud, est-ce qu'il y a une spécificité du roman policier dans les Oui, je veux dire dans les ventes et dans l'intérêt du public? oui, mais ça reste, une fois de plus, assez proche des spécificités du papier. On a le même profil de lecteur et d'audiolecteur, sur, tout ce qui est, thriller et polar, et le polar scandinave, par exemple, qui s'est quand même très bien installé, en France et aussi très bien installé en audio. Mathilde Avignon, je vous remercie. Nous allons arrêter là ce premier épisode et nous retrouver pour un deuxième épisode autour de la question comment est-ce que ça se fabrique un livre audio. Merci et donc à la prochaine. Merci à vous.